Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple soirée de dégustation de vin, organisée dans mon jardin d'Aix-en-Provence, deviendrait le jour où mon propre fils, Julien, m'humilierait au-delà du réparable. Le vin rosé frappait ma robe de soie si soudainement que je sursautais. Il était froid, choquante, tachant le tissu délicat, tandis que les gouttes coulaient sur mes mains. Tout le jardin se taisait une fraction de seconde. Puis venaient les... Pas d'étrangers, mais des amis de Julien, de Camille, même de quelques voisins curieux. Julien, 38 ans, se tenait devant moi, son verre vide pendant dans sa main, tandis que sa voix s'élevait à nouveau. « Tu dois te calmer, femme égoïste », criait-il. « Tout ce que j'ai demandé, c'est une signature. C'est pour les enfants, mais tu veux tout garder. » Comme une vieille paranoïaque, moi, Hélène Martel, 65 ans. Je restais là, le vin goûtant sur mes poignets, figé sur place. Mes genoux tremblaient, mais je les raidissais, refusant de les laisser me voir trébucher. Derrière lui, Camille, 36 ans, couvrait sa bouche. Mais je voyais le rictus qu'elle ne pouvait cacher. Elle murmurait quelque chose à son amie. Elles gloussaient toutes deux, me regardant là, comme une idiote trempée. Les amis de Julien échangeaient des regards, mal à l'aise, mais peu désireux d'intervenir. Après tout, c'était leur fête pour célébrer la future propriété de Julien. Ou du moins, le pensait-il. Je n'avais même pas voulu être là. Camille avait doucement suggéré une soirée décontractée pour fêter la prétendue future acquisition de Julien, comme si ma maison d'Aix-en-Provence m'appartenait déjà plus. Mais je n'avais rien signé. Pas encore. Et maintenant, je ne le ferai jamais. J'essuyais mon visage avec la manche de ma veste. Ma fierté brûlait plus fort que l'humiliation. Cette maison n'était pas juste un bien. C'était le dernier cadeau de mon mari, René. Avant que le cancer ne l'emporte à 50 ans, c'était mon refuge. Quand j'élevais Julien seul, chaque pierre portait ma sueur, mes larmes, mes années. Et me voilà, trempé lors de ma propre soirée, entouré de gens qui auraient aimé me voir disparaître, juste pour partager ce que j'avais construit. Mon cœur battait douloureusement contre mes côtes. Je voulais crier, jeter quelque chose, gifler ce sourire moqueur du visage de Camille. Mais je ne le faisais pas. À la place, je murmurais 4 mots. Stables, Glatials, tu regretteras ça. Julien, son visage tressaillait, une lueur de surprise, ou peut-être de peur, mais il la masquait vite par du bravade. Non, c'est toi, maman, ricanait-il, d'une manière ou d'une autre. Tout signera. N'oublie pas qui prend soin de toi. Je ne disais rien. Je me tournais, rentrais, laissant des empreintes humides sur les dalles du patio. Mon pouls rugissait dans mes oreilles, mais mes pas restaient fermes. Je ne pleurerai pas devant eux. Pas cette fois. Il pensait m'avoir acculé. Mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Dans mon salon silencieux, je fermais la porte derrière moi, m'appuyais contre un instant, laissant mon cœur ralentir. Le faible son des rires flottait encore du jardin, mais je l'ignorais. La maison semblait différente maintenant, pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que tout avait changé. Je marchais vers la cheminée, ma robe humide collante froidement dans mon dos, fixait la rangée de vieilles photos, alignées soigneusement sur l'étagère. Il y en avait une de Julien, petit garçon, souriant fièrement avec ses dents de devant manquantes, tenant une canne à pêche presque trop grande pour lui. Son père, René, se tenait derrière, stabilisant la canne d'une main patiente. J'avalais difficilement. René était parti depuis 18 ans. S'il était là, ça n'arriverait pas. Je passais mes doigts légèrement sur le cadre, sentant les petites entailles dans le bois, où Julien l'avait renversé lors d'une de ses courses folles dans la maison. À l'époque, il était tout mon monde, mon fils unique, ma raison d'endurer ces longues nuits. Après la mort de René, j'avais pris 2 emplois, renoncé aux vacances,
compter chaque euro, juste pour que Julien ne ressente pas le poids de ce qu'on avait perdu. Je pensais avoir bien agi. Je pensais qu'élever seul l'avait rendu plus fort, plus proche. Mais quelque part, mon amour devenait quelque chose qu'il jugeait acquis, comme si les années sacrifiées lui appartenaient, comme si ma maison n'était qu'un héritage, attendant d'être réclamé. Le bourdonnement du réfrigérateur s'enclenchait derrière moi. L'odeur de pain frais flottait faiblement de l'extérieur, tandis que la fête continuait. Mes mains se serraient en poing sur mes côtés. Ça n'aurait pas dû en arriver là. Un coup à la porte arrière retentissait. La voix de Camille, légère, sucrée, perçait. « Allez, maman, ne sois pas dramatique. Viens signer les papiers. » Profitant de la soirée. Je ne bougeais pas, ne répondais pas. À la place, je laissais sa voix s'évanouir dans le fond, tandis que je restais là, humide, humiliée, furieuse, fixant les visages souriants figés dans le temps sur la cheminée. Ils aimaient mes sacrifices, mon argent, pas moi, et je commençais enfin à voir la différence. Juste avant l'humiliation dans le jardin, ça avait déjà commencé. J'étais dans la cuisine, essuyant le comptoir, quand Julien entrait, fermant la porte un peu trop fort. Le ton de sa voix était calme, mais dessous, cette fine pression que je reconnaissais, celle qui précédait toujours une exigence. « Maman ?» commençait-il, souriante, comme si nous discutions simplement. Je pense à l'avenir. Tu sais, pour les enfants, pour Camille et moi, et cette maison, c'est trop pour toi maintenant. Je continuais à essuyer le comptoir, feignant de ne pas entendre le changement de ton. Ce serait un excellent investissement, poursuivait-il, se penchant, comme partageant une idée brillante. On pourrait la rénover, la louer un temps, et quand les enfants seront grands, ils auront quelque chose de solide qui les attend. Je posais enfin le chiffon, le regardais. « C'est ma maison, Julien, » disais-je doucement. « Je ne suis pas prête à l'abandonner. » Il riait, ce petit rire dédaigneux qui me tapait sur les nerfs. « Maman, tu n'abandonnes rien. Tu vivrais toujours ici. Bien sûr, on transférerait juste la propriété, on alignerait les finances, tout resterait pareil sur le papier. C'est juste plus malin. » Je le fixais. Et à cet instant, je réalisais que ce n'était pas pour les enfants. C'était pour le contrôle, pour se positionner, pour l'avidité, déguisée en sollicitude. J'ai travaillé toute ma vie pour cette maison, disais-je. Voix stable, c'est mon refuge. Julien, après tout ce que ton père et moi avons à travers, après t'avoir élevé seul, je l'ai gagné. Le sourire glissait de son visage un instant. Puis il prenait ma main, comme si j'étais déraisonnable. « Maman, ne sois pas si émotive. On est une famille. Ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à toi sera à moi un jour. Pourquoi ne pas l'officialiser maintenant ? Camille dit que ça simplifiera tout. Camille. Bien sûr, toujours Camille, murmurant à son oreille. Je retirais ma main, reculais. Non, Julien. Je ne suis pas prête à signer quoi que ce soit. C'est ma maison. » Ses yeux s'assombrissaient. Le charme s'évanouissait, remplace par de la frustration. Mais il n'argumentait pas. Pas encore. Pas alors. Il ne fallait pas longtemps pour que Camille fasse son prochain mouvement. Elle ne m'affrontait pas directement. Jamais. Ce n'était pas son style. À la place, elle agissait discrètement, habilement, comme glissant un couteau entre les côtes sans laisser de marque. Au début, je pensais imaginer les regards gênés, les conversations hésitantes à l'église Saint-Jean-de-Malte. La voisine, soudain trop occupée pour s'arrêter discuter lors de ses promenades matinales. Mais les murmures s'amplifiaient, même lorsqu'il prétendait parler doucement. Vous savez, elle n'est plus elle-même ces temps-ci. J'ai entendu qu'elle a du mal à gérer la maison. Grande maison pour une femme âgée. Non, peut-être qu'il est temps que quelqu'un intervienne pour sa sécurité. Et je savais d'où ça venait. Cette femme était rusée. Je devais le reconnaître. Elle savait planter des graines aux bons endroits.
Jamais directement, toujours murmurée par quelqu'un d'autre. Elle ne criait pas pour le contrôle. Non, elle jouait le long jeu, subtile, manipulatrice, calculée. À l'église, même mes vieux amis me regardaient différemment, comme attendant que j'admette un problème, comme si j'allais confesser être confuse, dépassée, incapable de gérer ma vie. Geneviève, 67 ans, le remarquait d'abord, après le service, assise sous les platanes, sirotant de la limonade. Elle se penchait, baissant la voix. Ils ont commencé à répandre des rumeurs. Toussait. Je gardais un visage calme, mais mon estomac se nouait. Quelle rumeur! Les yeux de Geneviève balayaient le parvis. Que tu es instable, oublieuse, que tu laisses la maison se dégrader. Ils disent que Julien essaie juste de t'aider. Avant que ça empire, j'avalais difficilement, forçant mes lèvres en un mince sourire. Je vois. Je leur ai dit que c'était absurde. Bien sûr, disait Geneviève rapidement. Tu es plus vive que quiconque. Mais tu sais comment sont les gens. Ils croient ce qui est le plus simple. Bien sûr, car les gens aiment une histoire facile. La veuve vieillissante, glissant lentement dans la fragilité, refusant obstinément l'aide de ses enfants aimants. C'était le récit parfait pour Camille. Et Julien, il suivait. Qu'il y croit ou non, il la laissait écrire l'histoire pour eux deux. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine. Après tout ce que j'avais fait, après des années à me débrouiller, à sacrifier pour Julien, maintenant j'étais une vieille femme fragile, à gérer. Non, pas moi. Je me levais du banc, brossant des miettes imaginaires de ma jupe, stabilisant ma voix. Qu'il parle. Geneviève. Elle clignait des yeux, un peu surprise. « Tu n'es pas inquiète. Je suis furieuse, répondais-je. Ton égale, stable. Mais je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir trembler. Pas maintenant. » Je sentais la main de Geneviève serrer la mienne doucement. « Tu es plus forte qu'ils ne le savent. » Je hochais la tête. C'est ce qu'ils vont apprendre. Intérieurement, je savais que ce n'était que le début. Camille essayait de construire un dossier, pas encore légal, maille sociale, pour que quand viendrait le moment de pousser plus loin, elle ait son cœur prêt à répéter ses mensonges. Mais ce qu'ils ignoraient, ni Julien, ni Camille, ni leur cercle de chuchoteurs, c'est que pendant qu'ils complotaient, je préparais déjà. Je n'allais pas juste défendre ma maison, j'allais posséder ce combat. Les murmures ne s'arrêtaient pas. Ils se multipliaient, et avec chaque rumeur plantée par Camille, chaque regard en coin des voisins, qui me souriaient autrefois librement, je sentais quelque chose changer en moi. Pas de la peur, pas même de la colère, de la concentration. C'est alors que je commençais mon dossier. Je sortais un vieux classeur du placard, celui où je gardais les bulletins scolaires de Julien. Quand la vie était simple, et mon plus gros souci était que ses notes restent propres. Maintenant, il servait un nouveau but. Je commençais à imprimer des copies de chaque texto de Julien sur l'avenir de la maison. J'enregistrais chaque appel où il mentionnait transférer l'acte pour les enfants. Je notais dates, heures, mots exacts. Je consignais même ce que des gens comme Madame Dubois et Monsieur Lefebvre me disaient, au cas où leur murmure reviendrait plus tard. Puis venaient les vidéos. Je posais mon téléphone lors des dîners familiaux, enregistrant discrètement les remarques désinvoltes de Julien sur la finalisation prochaine des papiers. Il était si confiant, si sûr que je céderais. Geneviève était la seule à savoir ce que je faisais. Ma plus vieille amie, mon ancrée. Elle m'avait soutenue après la perte de René, à élever Julien seul, à travers tout. Quand je lui parlais des rumeurs répandues par Camille, elle secouait la tête avec un dégoût discret. « Tu as toujours été trop douce avec eux, » disait-elle. « Mais plus maintenant. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Hélène, je n'argumentais pas. Je hochais juste la tête, car pour la première fois, je le croyais aussi. C'était le prospectus qui attirait mon regard.
épinglé au tableau d'affichage de la maison des associations d'Aix-en-Provence, à moitié couvert par des annonces de cours, de yoga, de chasse perdue, papier blanc simple, une pression noire audacieuse, séminaire juridique gratuit, droit des aînés et protection des biens. Apprenez à défendre vos actifs contre la pression familiale. Je restais là, le fixant longuement. Ça semblait presque placé là pour moi. Le séminaire était ce soir-là. Mon premier instinct était de l'ignorer. Je n'étais pas une victime d'abus sur aînés. Pas encore. J'avais encore le contrôle. Mais n'avais-je pas aussi pensé que Julien ne se retournerait jamais contre moi? Que Camille n'oserait jamais répandre des rumeurs dans mon dos? Je détachais une languette avec les coordonnées, la glissais dans mon sac. À 18h. J'étais assise sur une chaise pliante dans une petite salle à l'arrière des arcades. Une vingtaine d'autres dispersées autour de moi. Surtout des femmes comme moi, silencieuses, mais alertes. Visage marqué par des années d'inquiétude. Quelques-unes avaient apporté d'épais dossiers. Comme déjà enfoncé dans une guerre légale privée, l'homme à l'avant était un avocat. Jeune, vif, pas du genre tape à l'œil. Il ne portait pas de costume coûteux, juste une chemise bien repassée, un regard stable qui nous rencontrait. Comme si nous comptions, il commençait simplement. Beaucoup d'entre vous sont ici, parce que quelqu'un que vous aimez, ou pensiez aimer, essaie de prendre ce qui vous appartient. Sa voix était calme, pas dramatique, juste douloureusement vraie. Des têtes hochettes autour de moi, la mienne incluse. Il parlait de procuration, transfert de titres, tutelle, manipulations, influences indues, des termes que j'avais entendus, mais jamais pensé m'appliquer. Il expliquait combien il était facile pour des membres de la famille de construire un récit de soi-disant sollicitude pour écarter légalement quelqu'un et combien il était difficile de défaire. Une fois ce train parti, j'écoutais attentivement, prenant des notes. Mon stylo bougeait plus vite qu'en des années. La documentation est votre point, disait-il. Chaque conversation, chaque menace, chaque offre sous pression. Plus vous enregistrez, plus votre position devient forte. Je pensais à mon carnet à la maison, l'enregistreur que Geneviève m'avait donné. Je faisais déjà ce qu'il décrivait, protégeant instinctivement, avant même de savoir pourquoi. Après la fin du séminaire, j'attendais jusqu'à ce que la plupart soient partis avant de l'approcher. Monsieur Moreau, disais-je doucement. Il se tournait avec un sourire poli. Oui, madame, je me présentais, ajoutai-je. Je crois que mon fils et sa femme préparent à me pousser hors de ma maison. Ils commencent à faire des allégations sur ma stabilité mentale. Son expression ne changeait pas. Pas de surprise, pas de jugement, juste une concentration calme. Vous avez commencé à documenter. Je présume, demandait-il. Je hochais la tête. Tout écrit, enregistré, daté. Bien, disait-il. Ça fera une différence énorme. S'ils passent au légal, j'hésitais, gorge serrée. Pensez-vous qu'ils peuvent réussir? Il tenait mon regard fermement. Pas si vous restez en avance, et vous l'êtes déjà. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais une lueur d'espoir, une petite fissure de lumière perçant la peur, l'humiliation. Je le remerciais. Quittais la maison des associations cette nuit-là, avec une étrange calme s'installant en moi. Pas la paix, pas encore, mais la préparation. Je ne réagissais plus à ce qu'il pourrait faire. Je me préparais à ce que je savais venir. Et cette fois, je ne serais pas prise au dépourvu. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Il était presque minuit. Quand j'entendais la voix de Julien depuis la cuisine, j'étais montée tôt, feignant l'épuisement. Mais le poids de tout m'empêchait de dormir. La maison craquait sous la chaleur d'été. Je me retrouvais assise dans le noir, écoutant. Puis sa voix tranchait le silence. « Basse,
confiante, dangereuse. Je sortais de ma chambre, descendais le couloir avec des pas prudents, délibérés. La porte de la cuisine était entr'ouverte, juste assez pour voir le faible éclat de l'écran de son téléphone reflété sur son visage. « Elle est proche », disait Julien. « Tu sais comment elle est, têtue, mais elle glisse. Je la ferai signer. Ça prendra peut-être un autre coup. Mais Camille travaille le quartier. On s'assurera que tous sachent qu'elle ne peut plus gérer la maison longtemps. » Mon estomac se retournait. Sa voix était stable, froide, sans hésitation. Sans doute, la sollicitude qu'il affichait lors des réunions familiales était partie. C'était le vrai Julien, calculateur, détaché, décidant déjà comment m'écarter de ma vie. Mais si elle refuse encore, j'entendais une voix étouffée de l'autre côté. Julien riait. Elle le fera, mais on prépare le terrain. Camille a déjà la moitié des dames de l'église qui murmurent. Une fois qu'on aura un médecin, suggérer une évaluation de bien-être. Le tribunal n'aura pas le choix. Ce sera pour son bien. Officiellement, mes jambes semblaient faibles, mais mon esprit s'aiguisait instantanément. C'était leur plan, me déclarer incompétente, m'écarter légalement des décisions. Et une fois fait, ils posséderaient tout. Je glissais ma main dans la poche de ma robe, sentant le petit enregistreur donné par Geneviève. Mes doigts trouvaient le bouton. Je pressais. La lumière rouge clignotait. Je restais là, respirant à peine, laissant ces mots s'imprégner, tandis que l'appareil capturait discrètement chacun d'eux, une fois qu'elle signera la maison, ou que le tribunal nous nommera tuteurs. On pourra refinancer, vendre, ce qu'on veut. Le marché est à son pic. C'est maintenant ou jamais. Ma poitrine brûlait, mais je gardais ma respiration stable. L'appel durait encore quelques minutes, avant que Julien ne raccroche. Je reculais dans l'ombre, avant qu'il ne quitte la cuisine, remontant à l'étage sans me remarquer. Je m'asseyais sur le bord de mon lit après, fixant l'enregistreur dans ma paume. Une preuve, dure, indéniable de ce qu'il faisait. Ce n'était pas de la sollicitude familiale, c'était du vol, enveloppé de sourires faux, de sympathies répétées. Je rejouais ces mots dans mon esprit. Encore et encore. La trahison ne me choquait plus. Cette partie était engourdie. Ce qui me frappait, c'était leur méthode. Comme ils discutaient facilement de démanteler ma vie, comme une transaction commerciale. Le garçon que j'avais élevé était parti, mais pas moi. Je posais l'enregistreur doucement dans le tiroir près de mon lit, murmurais dans le noir. Stable, calme. Tu veux la guerre, Julien? Tu l'auras. Le premier signe venait par le courrier, ou plutôt, son absence. Une semaine après avoir enregistré l'appel nocturne de Julien, je remarquais que la pile de lettres sur la table du couloir était plus fine. Je les parcourais, l'estomac noué. Pas de relevé bancaire, pas de facture de service, rien d'officiel. Juste quelques prospectus, un catalogue de jardinage. Étrange. Au 3e jour, je savais que ce n'était pas une coïncidence. Je surprenais Camille sortir de la boîte aux lettres un matin, feignant d'ajuster ses lunettes de soleil, comme si elle ne m'avait pas vue depuis le porche. Elle offrait son sourire lumineux, sucré, celui réservé aux performances publiques. « Bonjour », lançait-elle doucement. « Beau temps. N'est-ce pas ?» Je ne disais rien, la regardais retourner vers sa voiture. Calme, sans ciller, intérieurement. Mon estomac bouillonnait. Camille n'était pas assez audacieuse pour me menacer physiquement. Pas encore. Mais elle passait à une nouvelle tactique, la manipulation du courrier. S'il pouvait contrôler les avis qui m'atteignaient, il contrôlait ma conscience de ce qui se passait dans mon dos. Les factures impayées, les avis légaux disparaissant. Et si quelque chose dérapait, si mes impôts échouaient, si je manquais des paiements, ils interviendraient, prétendant que je n'étais plus compétente pour gérer la maison. Julien escaladait, discrètement, sournoisement, espérant que je ne remarquerais pas. Trop tard.
Mais je remarquais, ce soir-là, je sortais mon dossier, le carnet s'épaississant chaque jour. Ajoutais une nouvelle entrée, du 2 juillet. Interférence avec le courrier observé. Camille récupérant le courrier. Relevé manquant. Suspicion de rétention délibérée de notifications légales et financières. Puis j'ouvrais un dossier séparé sur mon bureau. Y glissait l'enregistreur. Mes notes écrites, l'étiquetant d'un simple mot. Défense. Geneviève visitait cet après-midi-là. Elle me voyait classer les dernières entrées. Haussait un sourcil. Ils deviennent désespérés. Disait-elle doucement. Ils savent que tu ne cèdes pas. Alors ils essaient de te faire passer pour incompétente. Je hoche la tête. Ils veulent que le système fasse leur sale boulot. Geneviève se penchait, baissant la voix. Tu rencontres toujours cet avocat? Non, demain, disais-je. À Marseille. J'ai déjà fait des copies de tout. Elle souriait alors. Pas de pitié, de respect. Bien, reste un pas en avance. Je m'adossais, respirant régulièrement, laissant ce sentiment de résolution croissante s'installer en moi. Il pensait que j'étais faible, parce que je ne criais pas. Il pensait que le silence signifiait reddition. Mais je n'étais pas silencieuse. J'écoutais, et j'enregistrais chaque chose qu'il faisait. Le centre-ville de Marseille était animé ce jour-là, mais je me sentais étrangement calme. En entrant dans le cabinet de maître Étienne Moreau, 58 ans, un petit bâtiment, rien d'ostentatoire, niché entre une librairie et un café dans le quartier Le Panier. Un espace soigné, pas de sol en marbre, pas de table de conférence dramatique, juste des étagères remplies de classeurs. Une chaise en cuir eusse face au bureau, où maître Moreau s'asseyait. Il était plus jeune que prévu, vif, mais pas tape à l'œil, le genre d'homme, qui avait vu toutes les querelles familiales, moches possibles, et probablement quelques-unes encore pires. Je posais ma pile de preuves sur son bureau sans un mot. Mon carnet, les transcriptions imprimées des enregistrements, photos de la boîte aux lettres, mon dossier étiqueté, défense. Il ne se pressait pas, parcourait tout soigneusement, méticuleusement. Le seul son dans la pièce était le tour discret des pages, le léger grattement de son stylo, notant dans les marges. Après ce qui semblait une éternité, il s'adossait enfin, me regardait franchement. « Vous avez fait plus de travail préparatoire que la plupart de mes clients avant d'entrer ici, » disait-il. Je me permettais un petit sourire crispé. « J'ai eu le temps. » Maître Moreau hochait lentement la tête. « Soyons très clairs. Madame Martel, ce que votre fils et sa femme font, cette lente accumulation de rumeurs, cette manipulation du courrier, même les menaces enregistrées, c'est une influence indue typique. Entendre cela formulé ainsi, comme un diagnostic légal, nouait mon estomac un instant. Ce n'était plus juste une dispute familiale. C'était une campagne pour me voler ma maison. Mes droits, peuvent-ils gagner ? Demandai-je doucement. Ils croisaient les mains, si vous restez silencieuse, leur laissant contrôler le récit. Oui, facilement. C'est comme ça que ces affaires se tournent mal. Les gens pensent que l'amour arrêtera leur famille avant d'aller trop loin. Ça arrive rarement. Je hochais la tête, c'est pourquoi je suis ici. Ses yeux s'adoucissaient légèrement, une lueur de respect perçant son professionnalisme. Bien, car vous avez un dossier très solide, surtout avec cet enregistrement. Il tapotait la transcription, où les mots de Julien étaient imprimés clairs comme le jour. Une fois qu'on aura un médecin impliqué, le tribunal n'aura pas le choix. Poursuivait maître Moreau. Cette déclaration seule montre l'intention. Ils ne s'inquiètent pas de votre bien-être. Ils construisent une stratégie pour prendre le contrôle. Et les juges n'aiment pas voir ça. J'avalais difficilement, mais gardais ma voix stable. Alors que dois-je faire ensuite ? Il se penchait, voix calme, mais ferme. Restez calme. Continuez à documenter. Enregistrez chaque conversation. Ne les confrontez pas directement. Pas encore. Nous déposerons des plaintes préliminaires
pour harcèlement des aînés, prépareront le verrouillage légal de votre titre. S'ils tentent des démarches légales, nous aurons une défense complète prête. Et s'ils ne s'arrêtent pas, un léger sourire touchait ses lèvres. Alors nous irons en justice. Pour la première fois depuis des semaines, j'expirais pleinement. Le poids sur ma poitrine s'allégeait, même légèrement. Je n'étais pas folle. Je n'imaginais pas leur complot. Et je n'étais pas impuissante. En quittant le bureau cet après-midi, l'air d'été semblait différent. Plus léger. Bien que le combat à venir restait lourd, il pensait que je restais là, attendant qu'il gagne. Il ne voyait pas que j'avais déjà choisi mon champ de bataille. La soirée de belote à la maison des associations d'Aix-en-Provence était une étrange thérapie. La salle bourdonnait de bavardages oisifs, de rires, du cliquetis des cartes sur les tables en bois. Je m'asseyais à la table avec Geneviève, feignant que tout dans ma vie était normal. Comme si mon fils ne tournait pas comme un vautour devant ma porte. 4 de cœur, annonçait un joueur. Je souriais, poussant ma carte, bien que mon esprit n'était pas là. Vraiment, chaque voix joyeuse autour de moi semblait un bruit de fond contre la tempête qui se construisait dans ma maison. « Ne laisse pas ton visage te trahir », murmurait Geneviève, se penchant vers moi. « Je vais bien », répondais-je doucement, gardant mon sourire stable. Elle me lançait un regard entendu. « Tu ne vas pas bien, mais tu te débrouilles sacrément bien pour faire semblant. » Je soupirais, laissant tomber le masque une seconde. « Je dois, Geneviève !» Plus je semble normale, plus il pense que je glisse dans une routine inoffensive. Il suppose que je vieillis dans la faiblesse. Il te sous-estime, disait-elle. C'est leur première erreur. Et elle avait raison. C'était exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Qu'ils continuent à me sous-estimer. Que Julien et Camille croient que je restais à la maison, m'effaçant dans une douce confusion, tandis qu'ils déplaçaient discrètement leurs pièces, qu'ils pensent pouvoir orchestrer ma chute. Pendant que je jouais à faisais des conversations banales, car pendant qu'ils murmuraient dans les coins, complotait mon éviction. Je préparais quelque chose de bien plus grand. Je ne temporisais pas par peur, je temporisais, car chaque jour me donnait plus de temps pour construire mon dossier. Plus de temps pour eux de faire des erreurs. Plus de temps pour leur arrogance de laisser des empreintes partout. Et ils étaient négligents. Chaque mouvement audacieux. Voler le courrier. Les conversations nocturnes enregistrées. Les murmures de Camille en ville. Tout s'empilait discrètement dans une histoire que le tribunal ne pourrait ignorer. Je glissais ma main dans mon sac. Mes doigts effleurant l'enregistreur discret à l'intérieur. Mon petit témoin silencieux. Toujours en marche, toujours collectant. Et mon avocat, il était prêt. Maître Moreau avait déjà commencé à déposer des papiers protecteurs en mon nom. L'acte de ma maison était examiné pour tout signe d'interférence. Mes registres financiers sécurisés. Ma ligne de défense légale devenait plus forte chaque jour. Il me sous-estimait. De l'autre côté de la table, Geneviève sirotait son pastis, murmurait. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais trop patiente pour ton propre bien. » Je lui souriais. « Non, Geneviève, j'étais toujours patiente pour une raison. Dehors, la nuit d'été était chaude, immobile. En rentrant chez moi, la lumière du porche brillait doucement. Les carillons éoliens oscillaient légèrement dans la brise. Je restais là un instant, regardant la maison. Ma maison, avec une stabilité qui n'avait pas vacillé depuis des semaines. Il pensait que je restais là, attendant qu'il gagne. Mais plus il tournait à autour, plus il me donnait exactement ce dont j'avais besoin pour les enterrer. Le coup à la porte venait tôt ce matin-là. J'étais déjà habillée, attendant, sirotant monté près de la fenêtre. Quand la voiture de Julien s'arrêtait dans l'allée, il sortait avec un dossier sous le bras, trop fin pour être anodin, trop officiel pour être inoffensif. Camille n'était pas avec lui cette fois. Elle préférait le laisser livrer les exigences, tandis qu'elle tirait les ficelles en coulisses.
mais je savais qu'elle observait. Comme toujours, j'ouvrais la porte avant qu'il ne frappe à nouveau. « Matin, maman ?» disait Julien, arborant ce demi-sourire faux que je reconnaissais si bien. « J'ai quelques papiers que j'aimerais que tu regardes. Juste des trucs de routine pour la maison. Rien de grave. » Je m'écartais, le laissais entrer, gardant un visage calme. Il s'asseyait à la table de la cuisine, posant le dossier devant moi, comme une offrande. « Vas-y, prends ton temps, » disait-il, désignant les documents. On s'est dit que ce serait bien de mettre de l'ordre. Tu sais, s'assurer que tout est sécurisé. Sécurisé pour eux. Je feuilletais lentement les papiers, calmement. Des formulaires de transfert de titres, des brouillons de procuration, des désignations de mandataire médical. Toutes rédigent dans ce langage juridique doux, ambigu, qui semble utile. Protecteur, si on n'y prête pas attention. Mais j'y prêtais attention. Et pendant que je lisais, mon petit enregistreur restait silencieux dans ma poche, capturant chaque mot. Il souriait, tandis que je parcourais les pages. C'est assez standard. Maman, si quelque chose arrive, Dieu nous en préserve. Ça facilite tout pour tout le monde. Pour tout le monde sauf moi. Je fermais le dossier doucement. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix était douce. Quand je parlais enfin, j'apprécie que tu veillais sur moi. Julien, mais je ne suis pas prête à signer quoi que ce soit aujourd'hui. Le sourire glissait de son visage un bref instant. Pas de pression. On pense juste à l'avenir. Camille et moi avons parlé à un planificateur financier. Ils disent que encore les malins de planifier tout. Oui, disais-je, hochant la tête. Planifier est important. Ça me tressaillait. Eh bien, combien de temps te faut-il pour y réfléchir? Je laissais le silence planer un instant de plus que nécessaire. Regardant sa patience, ça m'énuisait. Tu sais combien je suis prudente, répondais-je. Il essayait de garder un ton léger, mais je sentais la frustration bouillir juste sous la surface. Je veux dire, maman, on essaie de t'aider. Tu ne veux pas que ça devienne compliqué plus tard. Non, je souriais alors. Pas par bonheur, mais pour qu'il le voie. Le calme, le contrôle, le fait que je ne cédais pas. Bien sûr que non, chérie. Disais-je doucement, mais tu as toujours dit que j'étais prudente à l'excès. C'est juste qui je suis. Il forçait un rire, mais ses yeux scintillaient. Il savait que je temporisais. Et pire pour lui, il ne savait pas pourquoi. Je me levais, l'accompagnais à la porte, arborant toujours ce sourire poli, inoffensif. Merci de penser à moi, disais-je doucement, tandis qu'il sortait sur le porche. Je te dirai, quand je serai prête. Il hésitait, scrutant mon visage pour un signe de faiblesse, mais je ne lui donnais rien. D'accord, mormonnait-il enfin, s'éloignant vers sa voiture. En fermant la porte derrière lui, mon sourire s'évanouissait. Je marchais directement vers mon bureau. Sortais mon carnet, ajoutais une nouvelle entrée. 28 juillet. Tentative de coercition. Signature de document. Julien a présenté des formulaires légaux pour transférer la propriété. Établir un mandataire médical, refusé de signer. Conversation entièrement enregistrée. Je m'adossais, expirant lentement. Il poussait plus fort maintenant, mais chaque poussée ajoutait à mon dossier. Et à chaque entrée, ma position se renforçait. Quand je déposais pour l'ordonnance de restriction, la peur avait disparu. Ce n'était plus la rage qui me guidait, ni la tristesse. C'était une concentration froide, nette, délibérée. L'avocat, Maître Moreau, avait tout préparé. La documentation, les enregistrements, les déclarations écrites, tout soigneusement organisé. Présenté au Conseil du logement, au tribunal. Mon histoire, construite morceau par morceau, n'était plus quelque chose que Julien ou Camille pouvaient tordre à huis clos. Je ne réagissais plus, j'agissais. L'ordonnance de restriction était temporaire au début, une mesure protectrice déposée sous les statuts de harcèlement des aînés.
Pas dramatique, mais puissante. Elle limitait l'accès de Julien à moi, à la maison, à mes affaires financières. Ça me donnait l'espace nécessaire pour tout sécuriser légalement. Avant qu'il ne fasse un autre mouvement, Maître Moreau gérait chaque dépôt, comme un homme qu'il avait fait trop souvent, efficace, précis. Son calme me donnait de la force. Les tribunaux ne prennent plus ces choses à la légère. Madame Martel, disait-il, en examinant les papiers ensemble, l'abus financier des aînés devient plus courant. Ils ont vu beaucoup de cas comme le vôtre. Bien, disais-je doucement. Alors ils le reconnaîtront. Quand ils le verront, ils souriaient. Oui, et vous nous avez donné quelque chose que la plupart n'ont pas. Des preuves solides. Le Conseil du logement était notifié, ainsi que le bureau du registre du comté. Nous gelions mon titre de propriété, bloquant tout changement de titre, sauf signé directement par moi en personne, avec un conseil juridique présent. Pas de procuration falsifiée, pas de remaniement discret de papier. Julien ne pourrait rien faire passer dans mon dos. En sortant du tribunal cet après-midi, je m'arrêtais sur les marches un instant, respirant la brise chaude. Pendant des semaines, j'avais étouffé dans ma propre maison, me sentant piégée, dépassée, acculée. Mais maintenant, je me sentais grande, pas encore victorieuse, mais stable, enracinée. Chez moi, Geneviève m'attendait avec des courses fraîches, cette loyauté farouche dont j'étais venue à dépendre. « Tu le fais vraiment ?» disait-elle, posant les sacs sur le comptoir de la cuisine. « Tu reprends ta vie. » Je hochais la tête, morceau par morceau. Elle jetait un œil à mon dossier grandissant sur la table. L'épais classeur d'enregistrement. Notes. Dépôt. Il ne le voit pas encore, disait-elle doucement. Mais tu vas les écraser. Je ne le disais pas à Geneviève tout de suite. Je l'invitais simplement pour le thé. Comme toujours, mais elle remarquait la différence en moi. Dès qu'elle entrait, « Tu rayonnes », murmurait-elle, à moitié en plaisantant, à moitié en admiration. « Qu'as-tu fait ?» Je versais son thé, me permettais enfin de sourire. J'ai déposé. Ses yeux s'écarquillaient, puis s'adoucissaient de fierté discrète. « Bonne fille », disait-elle doucement. « Ils ne le savent pas encore. Mais tu viens de retourner le plateau. » Ce soir-là, le bureau du shérif avait reçu l'ordonnance d'injonction préliminaire. Il ferait que la première visite officielle dans la semaine. Et Julien, toujours ignorant, pensant encore tenir les cartes, qu'il profite de ces derniers jours. La tempête arrivait, mais cette fois, c'était moi qui contrôlais le temps. Le coup était sec, délibéré. Pas le coup de Julien, mais officiel. En ouvrant la porte, 2 officiers en uniforme se tenaient sur le porche. Derrière eux, un 3e homme en civil tenait une grande enveloppe, marquée du sceau du comté. Les voisins observaient déjà, regard subtil derrière les rideaux, quelques-uns feignant d'arroser leurs fleurs. Mais je les voyais tous. Madame Martel, demandait poliment un officier. « Oui », répondais-je calmement. « Nous sommes ici pour remettre une notification officielle de procédure d'expulsion contre Julien et Camille Martel, par ordre du Conseil du logement et du tribunal du comté. » Il me tendait les documents, tandis que l'homme en civil avançait, attachait l'avis jaune vif directement sur ma porte d'entrée. Avis d'expulsion, occupant non autorisé. Retiré par ordonnance judiciaire, les mots étaient audacieux, clairs, indéniables. Une portière claquait derrière. Je me tournais, voyais Julien s'arrêter dans l'allée. Camille à ses côtés. Le visage de Julien pâlissait, en voyant la vie flotter dans la brise. Il sortait de la voiture, avant qu'elle ne s'arrête complètement. « C'est quoi ce bordel ?» criait-il, montant l'allée en trombe. Camille suivait, ses yeux grands, jetant des regards nerveux aux voisins rassemblés. « Tu ne peux pas faire ça. »« Maman » aboyait Julien, voix aiguë, désespérée maintenant. Les officiers s'interposaient calmement, fermes, professionnels. « Monsieur » reculez. «
Vous êtes en violation d'une ordonnance judiciaire active. » Je restais silencieuse, laissant le poids de tout cela peser lourd entre nous. Camille saisissait son bras, sifflante entre ses dents. Tu disais qu'elle ne pouvait pas gagner, qu'elle n'aurait pas le cran. Il la repoussait, visage rouge, surpurlante à ses tempes. Tu ne comprends pas. Maman, c'est notre maison familiale. Tu es manipulée. Quelqu'un te nourrit de mensonges. Le désespoir dans sa voix semblait presque sincère. Presque. Je le fixais. Ma voix stable. Personne ne m'a manipulée. Julien, j'ai tout documenté. Chaque mensonge, chaque murmure, chaque complot. J'ai tout vu. Sa bouche s'ouvrait, puis se fermait, cherchant un appui. Mais il n'y en avait aucun. « Tu aurais dû venir me voir d'abord », criait-il. « On aurait pu régler ça. Pourquoi aller dans mon dos comme ça ?» Je laissais une trace de sourire amer toucher mes lèvres. « Tu es allé dans le mien en premier. » Sa mâchoire se crispait. Camille tirait son bras à nouveau. « Julien, il faut partir maintenant. » Il regardait autour, voyant vraiment, pour la première fois, les voisins aux fenêtres, les Ophotas l'observant, la foule croissante de témoins de son humiliation, son image soigneusement construite de fils attentionnés, s'effilochait sur ma pelouse. Un officier s'approchait, ton sec. « Monsieur, si vous continuez à résister, nous n'aurons d'autre choix que de vous arrêter pour violation de l'ordonnance. » Les mains de Julien se serraient en poing sur ses côtés. Une seconde terrifiante. Je pensais qu'il pourrait frapper l'un d'eux. Mais ses épaules s'affaissaient. « Ce n'est pas fini », crachait-il doucement. Yeux brûlants. « Tu regretteras ça ?»« Non », disais-je doucement. « Je ne regretterai pas. » Pas une seconde. L'officier restait ferme, jusqu'à ce que Julien se retourne, s'éloigne vers sa voiture. Camille se hâtait derrière. Son masque de supériorité brisé, le moteur rugissait. Il quittait l'allée à toute vitesse. Tandis que les voisins murmuraient derrière les fenêtres fermées, je restais là un instant, après leur départ, regardant la vie jaune flotter doucement dans le vent. Ils pensaient pouvoir m'humilier jusqu'à la reddition. À la place, c'étaient eux qui partaient, vaincus, exposés. Les coups à la porte venaient juste après le coucher du soleil. Pas un frappement poli, pas le charme calculé qu'il arborait d'habitude. C'était un martèlement furieux, secouant le cadre. Je ne tressaillais pas, je m'y attendais déjà. « Ouvre !»« Maman !» criait Julien à travers la porte moustiquaire. Voix sauvage. « Tu penses pouvoir faire ça ?» Nous jeter comme des criminels. Je restais calmement derrière la porte verrouillée. Mains légèrement posées sur le comptoir. Les officiers m'avaient prévenu de rester à l'intérieur, de ne pas m'engager. Mais je voulais qu'il me voie, qu'il voie que je n'avais plus peur de lui. « Tu t'es fait ça tout seul ?» « Julien, » disais-je, voix basse, mais stable, perçant l'air épais du soir entre nous. « Tu as trop poussé. » La voix de Camille criait derrière. « Paniqué maintenant, on t'a donné toutes les chances. » Vieille sorcière ingrate. Julien frappait à nouveau la moustiquaire. On est une famille. Tu penses qu'un bout de papier change ça? Tu as perdu l'esprit. Maman, ils le verront en justice. Derrière moi, la petite lumière rouge de mon enregistreur clignotait régulièrement. Chaque mot, chaque menace, chaque mensonge capturé. Tu as essayé de voler ma maison, répondais-je. Tu as essayé de prendre tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai protégé pour cette famille. Tu te tenais dans ma cuisine avec ta fausse sollicitude, pendant que tu complotais pour me faire déclarer incompétente. Tu déformes tout, rugissait Julien. On essayait de t'aider. Tu es vieille, tu n'as pas besoin de cette maison. Je m'approchais de la porte, ma voix comme de l'acier sous du velours. Tu ne voulais pas m'aider. Tu voulais me remplacer. L'officier posté au bout de la rue commençait à remonter l'allée, main légèrement sur sa ceinture. En s'approchant, « Monsieur, vous avez été averti de cesser tout contact. » Appelait l'officier fermement. « Vous êtes en violation d'une ordonnance de protection.
Si vous continuez, nous vous arrêterons. » Julien se tournait vers lui, rage bouillonnante. « C'est ma mère. Elle n'a pas toute sa tête. Regardez ce qu'elle fait. Elle déchire cette famille. » Je voyais alors le désespoir se transformer en panique totale. Il ne se battait plus pour la maison. Il se battait, car il réalisait que le contrôle lui glissait des doigts, plus vite qu'il ne l'avait imaginé. La voix de l'officier était plus tranchante. « Monsieur, éloignez-vous de la porte. » Camille saisissait son bras. « Julien, arrête !» Partant, mais il ne bougeait pas. Visage tordu, souffle saccadé. « Tu mourras seul. Tu sais, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu resteras dans cette maison à pourrir. » L'officier posait une main ferme sur l'épaule de Julien, le tirant en arrière. « C'est fini. Partez maintenant. » Camille le traînait vers la voiture, tandis que ses jurons résonnaient dans le ciel sombre. La porte claquait derrière eux. Le moteur rugissait dans la rue. Encore. L'officier restait sur mon porche un instant, son expression s'adoucissant légèrement, tandis que la tension s'apaisait. « Vous avez bien géré, madame, » disait-il doucement. Je hochais la tête. « Merci d'être resté proche. » Il touchait son chapeau, partait, sa silhouette disparaissant dans l'allée, à l'intérieur. Je verrouillais la porte derrière moi, restais là dans le silence. Mon cœur battait, mais pas de peur. De quelque chose d'autre, soulagement, résolution, contrôle. Il pensait que je m'effondrerais ce soir, mais tout ce qu'il faisait était de me donner plus de preuves. La salle d'audience était plus froide que prévu. Pas physiquement, bien que la climatisation bourdonnât doucement, mais froide d'une manière qui crispait la peau. Celle qui vient des yeux qui observent. June, attendante. Julien s'asseyait à la table en face. Son avocat, June, visiblement mal à l'aise, feuilletait le mince dossier qu'ils avaient réussi à rassembler. Surtout des déclarations de caractère. Une pile de préoccupations fabriquées sur mon incapacité déclinante à gérer mes affaires. Camille s'asseyait raide à côté, lèvres pincées en une ligne amère. Elle portait le même rictus, celui qu'elle arborait quand elle pensait gagner. Elle ignorait que ce rictus ne survivrait pas l'heure suivante. Mon avocat, Maître Moreau, s'asseyait calmement à mes côtés, classeur épais ouvert, papier soigneusement organisé. Sa confiance était une présence stable à mes côtés, comme un mur sur lequel m'appuyer. La juge entrait, sévère, cheveux gris, fatiguée des drames familiaux, mais assez vive pour les trancher. Elle ne perdait pas de temps. Nous sommes ici pour examiner la requête déposée par Monsieur Julien Martel, demandant une tutelle sur sa mère, Hélène Martel, invoquant des préoccupations sur sa capacité à gérer sa propriété, ses affaires financières. Ses yeux passaient entre nous. J'ai examiné les dépôts préliminaires. Maître Moreau, vous pouvez commencer. Maître Moreau se levait, calme, précis, inébranlable. Votre honneur, ce que nous avons ici, ce n'est pas une sollicitude pour le bien-être de ma cliente, mais une campagne calculée de plusieurs mois, de coercition, de manipulation, de tentative d'exploitation financière. Il parlait lentement, chaque mot délibéré. Nous avons des conversations documentées, de multiples enregistrements, où M. Martel discute de plans pour fabriquer des allégations d'incompétence, dans le but de prendre le contrôle des actifs de sa mère. Julien s'agitait, mal à l'aise. Les yeux de Camille se tournaient vers lui, sa confiance craquante. Maître Moreau continuait, glissant une clé USB sur la table vers le greffier. « Votre honneur, nous soumettons en preuve des enregistrements audio faits dans la maison de la défendresse. Vous entendrez M. Martel discuter, de ses propres mots, de plans pour retenir le courrier, obtenir des évaluations médicales frauduleuses, presser sa mère à signer sa maison. » Le visage de la juge se durcissait légèrement. En lisant la liste des pièces, la voix de Julien bafouillait. Voix faible. « Votre honneur. » Ces enregistrements ont été faits
sans le consentement de Monsieur Martel. La juge le coupait. Elle enregistrait des conversations dans sa propre maison, parfaitement légales. Continuez. Maître Moreau ne sciait pas. De plus, votre honneur. Nous avons une documentation écrite détaillée. Dates, heures, témoins, déclarations notariées de voisins, d'amis, présents lors de plusieurs incidents coercitifs. Il posait le classeur lourd doucement sur le bureau de la juge, avec un léger bruit. L'avocat de Julien semblait perdu, cherchant quelque chose à dire. Ce sont tous des malentendus. Monsieur Martel essayait simplement de protéger sa mère de ce qui, la juge interrompait vivement, d'elle-même, ou de refuser de céder l'acte de sa maison. La bouche de Julien s'ouvrait, puis se fermait. Son visage rougissait, veines pulsantes à ses tempes. Camille restait figée, sa confiance s'évanouissant rapidement. Yeux grands, calculant une sortie qui n'existait plus. La juge soupirait, feuilletant les premières pages des preuves. « C'est remarquable, Monsieur Martel, combien votre mère a documenté vos actions. » Elle levait les yeux, croisant les siens. « Vous êtes venu dans ce tribunal en attendant que je croie qu'elle s'était incapable de gérer ses affaires. Ce que je vois, c'est une femme douloureusement lucide, organisée, pleinement consciente de vos intentions. » Le silence dans la salle était épais, suffocante. Sa voix s'abaissait. Cette requête pour une tutelle est rejetée. Effectif immédiatement. Toute subdasse. Mesures protectrices déposées par Madame Martel restent en place. De plus, ce tribunal renvoie l'affaire pour enquête sur l'exploitation financière des aînés. Vous êtes congédié. Le marteau frappait. C'était fini. L'avocat de Julien s'affalait dans sa chaise. Camille fixait droit devant. Paul, Julien restait rigide, poitrine haletantait, incapable de me regarder. Je me levai lentement, calme comme jamais, et en sortant de cette salle d'audience, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre. L'appel venait 2 semaines plus tard. La voix de Maître Moreau était calme, mais je percevais une pointe de satisfaction dessous. L'enquête est terminée, Madame Martel. Le tribunal a statué en votre faveur. Non seulement votre maison est définitivement sécurisée à votre nom, mais la juge a approuvé des pénalités financières pour harcèlement, frais légaux, préjudice émotionnel. Je fermai les yeux un instant, absorbant cela. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois commençait enfin à se lever. « Et Julien ?» demandai-je. Lui et sa femme ont été condamnés à une amende. Le tribunal les a interdits de toute future revendication sur votre propriété ou actif, répondait Maître Moreau. Il n'y a plus rien pour eux à poursuivre. Rien. Ce mot sonnait doux à mes oreilles. Pas d'appel, pas d'échappatoire, pas de seconde chance pour eux de revenir essayer. C'était fini. Ils avaient complètement perdu. Quand les papiers officiels arrivaient, je m'asseyais à la table de la cuisine, seule, ouvrant chaque enveloppe soigneusement. Le langage juridique remplissait chaque page. Froid, technique, mais pour moi, chaque ligne était une victoire. Chaque clause, un bouclier incassable. Au bas d'un document, imprimé en gras, ordonnance de protection permanente, rétention complète des actifs. Hélène Martel. C'était à moi, tout cela, et personne ne pouvait me le prendre.